Bienvenue au Balado Lecture universelle, une diffusion audio sur les lectures qui nous changent et valorisent l'ouverture sur le monde, que ce soit en contexte social, littéraire ou d'enseignement. Je m'appelle Amélie Lemieux et je suis professeure agrégée en enseignement de la littérature à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Mes invités sont principalement des lecteurs et lectrices, chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes, professeurs, conseillers, conseillères pédagogiques, bibliothécaires et personnes des milieux qui nous partagent des lectures marquantes. Bonne écoute! Alors, aujourd'hui, je suis avec Chloé Gauduchot-Damet. Bonjour Chloé! Bonjour Amélie. Oui, alors Chloé, tu détiens un baccalauréat en enseignement du français au secondaire. Tu Exact. termines ta maîtrise en sciences de l'éducation, en didactique. Tu as eu plusieurs bourses d'excellence, des bourses d'entrée à la maîtrise, bourses du Conseil de sciences sociales Conseil Conseil de recherche des sciences humaines du Canada. Tu as eu plusieurs reconnaissances là, sur tes travaux sur la justice sociale. Tu t'as enseigné au primaire, Oui. aussi les mathématiques au secondaire. Donc, on est avec Chloé ici et on est dans le premier segment de l'émission sur les questions universelles. Alors, Chloé, je commence avec ma première question pour toi. Pourquoi est-ce que lire, c'est important? Pour moi, lire, c'est important. D'abord parce que selon ce qu'on lit, ça peut nous amener à réfléchir, à rêver, à être transporté. Et je pense que pour à peu près tous les lecteurs et lectrices, c'est un peu ça qu'on cherche quand on ouvre un livre, peu importe sa forme, peu importe ce qu'il raconte, c'est qu'on a un peu un objectif. Puis pour moi, lire, c'est ça, c'est essayer de s'ouvrir, d'essayer d'en apprendre plus. Je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup essayer des nouvelles choses, donc lire me plonger dans de nouveaux univers, essayer d'en apprendre plus. Puis là, ça peut passer par les œuvres philosophiques, comme les romans, peu importe. J'aime aussi, même si du haut de mes 25 ans, j'aime beaucoup aussi les albums jeunesse parce que il y a souvent un message qui est caché et donc pour moi lire c'est important parce qu'il faut amener les gens à lire. Puis si on passe aussi d'un point de vue purement didactique et pédagogique, il faut lire, c'est la base de tout. Si tu sais lire et que tu sais comprendre ce que tu lis, tu es ensuite capable de faire ne serait-ce que toutes les autres matières à l'école. Puisque Mhm. pour comprendre toutes les autres matières, il faut que tu sois capable de lire parce qu'on te pose tout le temps des questions. Et donc, je Donc, trouve que la lecture, c'est pour ça que c'est important aussi. donc, lire pour apprendre, lire pour s'évader, ça m'amène à penser à quel genre de lectrice es-tu? Alors, moi, je trouve que j'ai un parcours de lectrice très particulier au sens où, quand j'étais petite, ma mère a essayé pourtant, parce qu'elle, elle aime beaucoup lire, mais je détestais lire. Je voulais tout faire sauf lire. Même à l'adolescence, au secondaire, et c'est un peu ça aussi qui m'a poussée à faire ma maîtrise, c'est pour la majorité des livres que j'ai lus, je ne les ai pas aimés. Et c'est pour ça que moi, ça m'a pris longtemps avant d'essayer de comprendre, je suis qui comme lectrice, parce que en grandissant, je trouvais ça important. Je me suis toujours dit, j'ai pas le choix, faut que je lise, que j'apprenne des choses, etc. Et en fait, j'ai découvert que moi, ce qui me plaît, en fait, c'est à l'université que j'ai découvert, ce qui me plaît, c'est l'authenticité. J'ai Hmm. besoin de lire des choses qui sont vraies. J'ai besoin de lire les réalités des autres. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est, tu sais, psychologique. Donc, quand on entre dans la tête d'un personnage, c'est là que je trouve mon bonheur. Donc, je pense par exemple à Michel Rabagliati. Donc là, c'est de la bande dessinée, Mhm. mais Mhm. j'ai toute la collection. C'est mon BDiste préféré. Et ce que j'aime justement, c'est d'une part, c'est une autofiction. Donc déjà là, toute cette question d'authenticité revient, mais aussi le fait que tout ce qui est dessiné, c'est véridique. Tous les lieux qui sont dessinés, on peut les retrouver à Montréal. Tout ce qui dit, ça touche le quotidien de à peu près tout le monde. Donc il y a ça, je pense aussi par exemple à Borderline de Marie-Cécile Labrèche, qui a été une œuvre aussi que j'ai trouvée très marquante parce qu'elle parle du trouble borderline et le fait d'entrer dans cette psychologie, d'essayer de comprendre l'autre,
c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis, dans un autre registre, le philosophe Édouard Glissant, j'ai eu un cours Oui. justement à l'université et toute la session, on a passé sur lui à essayer de comprendre sa pensée. J'avoue qu'au début, je me suis dit, ouf, c'est difficile parce que il y a que des métaphores et donc moi, vu que je suis dans cette quête d'authenticité, j'avais beaucoup de Mhm. difficultés à me représenter ses propos alors qu'il utilise beaucoup de métaphores en lien avec les Caraïbes pour parler, pour préciser sa pensée. Et puis au final, à la moitié de la session, je sais pas, ça a débloqué et là, je suis devenue vraiment, je suis tombée amoureuse de ce qu'il écrivait et tout ça. Donc, c'est un peu ça, je suis une lectrice qui est en quête tout le temps d'authenticité, je dirais. Mhm. Et qui se retrouve dans plusieurs genres que tu lis Oui, manifestement, hein. Donc, que ce soit de l'autofiction, que ce soit de la BD, que ce soit plus de la philosophie littéraire. Donc, oui, on est dans cette belle diversité-là. vraiment. Et quelle est la dernière œuvre que tu as lue et qu'est-ce qui t'a amené à lire cette œuvre? Ben, justement, c'était un hasard. Je pensais avoir tout de Michel Rabagliati et en me promenant dans une librairie très connue, je suis tombée sur Rosalille, qui est de Michel Rabagliati, mais cette fois qui n'est pas une bande dessinée. C'est vraiment un roman, mais qui a quelques images. Donc, il y a quelques codes de la bande dessinée, mais il n'y a pas de cases, il n'y a pas de bulles, il n'y a rien. C'est vraiment de la prose et une fois de temps en temps, une représentation des paysages et tout ça. Et forcément, ben, ce qui m'a amené à lire, c'est que j'aime tout de cet auteur-là. Et puis au-delà de Mhm. ça, c'est encore une fois, c'est le fait qu'il parle de se retrouver avec sa fille, que ça faisait longtemps. Ils s'en vont sur une île, puis ils se retrouvent, ils pensent, sa femme l'avait quitté, donc là, il repense à son passé, etc. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré cette œuvre, je l'ai dévorée, parce que, ben, encore une fois, c'est authentique, c'est simple, mais c'est vrai. Donc, dans la BD, ce qui est intéressant aussi, c'est justement ce rapport texte-image-là, hein, Mhm. qui nous permet de nous transporter ailleurs. Et ce qui nous aide aussi à comprendre en lecture l'idée des mots, l'idée de la forme, l'idée des images, etc. Donc, ma question pour toi, ça serait qu'est-ce qui importe le plus? Est-ce que c'est les mots? Est-ce que c'est la forme en lecture? Pour moi, c'est vraiment un mix des deux. J'ai compris au fil du temps que j'ai besoin qu'il y ait un peu d'image ou qu'il y ait un petit peu un jeu sur le texte ou sur la mise en page pour que je puisse me plonger totalement dans une œuvre. Et parce que les mots, ben, c'est, c'est juste des lettres qui sont écrites sur un bout de papier, si je peux vulgariser ça comme ça, mais dès qu'on ajoute la dimension artistique à la main, donc des dessins ou une disposition de page, etc. Je trouve que c'est là que on peut vraiment maximiser le potentiel d'une œuvre. Et moi, c'est là que je me retrouve le plus et où je m'évade le plus dans une œuvre. Très bien. Et est-ce que selon toi, on est lecteur ou on le devient? Bon, ben, je pense que pour rester en, en symbiose avec ce que j'ai dit au début, pour moi, Hmm. on le devient. Parce que, comme je le disais tantôt, quand j'étais petite, vraiment me faire lire un livre, c'était toute une histoire. Et finalement, aujourd'hui, je suis la première à promouvoir et à vouloir faire lire dès le plus jeune âge, à faire lire des contes, des albums jeunesse, peu importe, même des livres audio pour les tout petits. Maintenant, il existe ça. Il faut absolument faire lire et essayer d'amener l'enfant à lire. Parce que je vois, moi, bon, ben, j'ai toujours détesté ça, hein, jusqu'à la fin de mon secondaire, c'était très difficile de prendre un livre par pur plaisir. Et finalement, dès que ça a débloqué, ben, là, je vois tout le potentiel et tous les bienfaits que la lecture a. Et c'est pour ça que je pense qu'heureusement que ma mère m'a aussi poussée quand j'étais petite à prendre un livre, à feuilleter, ne serait que feuilleter, mais au moins pousser les enfants et les Mhm. adolescents à ouvrir un livre. Et Je pense qu'on aussi, a des ou- phases aussi, excuse-moi, Chloé, je mhm, pense qu'on a des phases aussi en oui, lecture, non? Donc, moi, je me rappelle, j'ai une phase BD, j'ai une phase manga, j'ai une phase de oui. roman d'Amélie Nothomb exclusivement. Donc, je pense que effectivement, ça se transforme au fil du temps, non? Oui, ben oui, je pense que surtout en étant, ben, vu que l'enfance, c'est l'adolescence, puis passer à l'âge adulte, forcément, on lit aussi des nouvelles choses, puis on est amené à ouvrir un peu nos horizons.
Et forcément, oui, les phases, quand j'ai eu ma phase Michel Rabagliati, vraiment, je lisais que ça. Quand j'étais adolescente, par contre, oui, j'ai lu beaucoup de mangas. Ça c'était le seul livre que je lisais avec plaisir, c'était les mangas. Et donc, forcément, oui, on est transporté par ça. Mais je trouve que justement, ça aussi, c'est un apport. Tout ce qui est les mangas, ben, on lit d'une autre manière, d'autres choses, une autre culture. Puis je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner une citation littéraire qui te porte en ce moment? Oui, alors je vais vous faire lire une petite citation d'Édouard Glissant, justement dans ses manifestes. Donc, il faut savoir qu'Édouard Glissant, il y a toute la théorie du rhizome, puis tout ce qui concerne. Il fait beaucoup de références aux Caraïbes puis à la Martinique. Et à un moment donné, à la page 33 de ses manifestes, il dit: Il n'est pas concevable qu'une nation se renferme aujourd'hui dans des étroitesses identitaires telles que cette nation en soit amenée à ignorer ce qui fait la communauté actuelle du monde, la volonté sereine de partager les vérités de tout passé commun et la détermination à partager aussi les responsabilités à venir. Et je trouve que cette citation est complètement à propos dans l'espace, dans la société actuelle et avec tout ce qui se passe dans le monde. Euh, donc, c'est vraiment une citation qui me porte parce que il faut s'ouvrir aux autres, il faut accepter l'autre. Il faut aussi qu'il y ait ce rapport de réciprocité. Je t'accepte, mais tu m'acceptes aussi. Et on n'essaie pas de se changer pour se changer et pour qu'on devienne tous une compie conforme. Et donc, cette citation, c'est à ça qu'elle me fait penser. Oui, et surtout son caractère universel, hein, qui Oui. est aussi le titre de notre balado, mais son caractère universel qui nous renvoie à l'essentiel, qui est l'ouverture sur le monde et l'ouverture des autres, Mhm. absolument. Donc, merci beaucoup, Chloé. On passe maintenant au deuxième segment de l'émission sur l'enseignement de la littérature de la diversité. Oui. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une lecture qui t'a transformé, qui t'a porté, qui fait aussi l'objet de ton mémoire de maîtrise, n'est-ce pas? Exactement. Et Dans cette œuvre, c'est... C'est La couleur de ma différence par Mec Noël Alexis. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton projet de mémoire, nous donner un petit résumé? Oui, dans le fond, moi, je m'intéresse principalement aux traces d'engagement en lecture littéraire. Donc, sur l'œuvre, j'ai choisi La couleur de ma différence et j'ai choisi également la version numérique. Puis ça, j'en parlerai peut-être tantôt de pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers le numérique. Je peux peut-être faire un petit résumé de l'œuvre pour que tout le monde sache de quoi on parle. Absolument. Dans le fond, c'est une autofiction qui est écrite un peu sous forme poétique et c'est un jeune élève qui est noir qui entre dans une nouvelle école secondaire et là, il fait face à du racisme et des microagressions. C'est une œuvre qui est assez courte. Elle fait environ 118 pages. Et puis, ce qui est marquant dans cette œuvre-là, principalement, c'est la calligraphie, la mise en page, le paratexte, qui vient beaucoup appuyer les propos de l'auteur dans l'œuvre. Et donc, en gros, c'est un petit peu ça. Et Donc, donc, pour... c'est des thèmes qui appellent à la justice sociale, à la Oui, diversité, etc., n'est-ce pas? oui, exactement. C'est entre autres pour ça que je l'ai choisi, puisque mon projet, comme je disais, ça parle des traces. Je m'intéresse aux traces d'engagement en lecture littéraire parce que si on regarde, les écoles montréalaises euh, ont principalement des élèves issus de l'immigration. Et donc, je trouve que c'est important de promouvoir ça, de promouvoir cette diversité dans les classes pour que tout le monde puisse se reconnaître un petit peu plus et prendre conscience ben, que on a des différences, mais on peut tous vivre ensemble et donc s'ouvrir à l'autre. Je trouve que c'est très important et c'est pour ça que cette œuvre, je la trouve pertinente. Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse à la théorie du sujet lecteur et de son activité fictionnalisante, puis à l'empathie fictionnelle. Pour ceux qui connaissent pas ça, mettons l'empathie fictionnelle, comment tu pourrais résumer ça pour les gens qui nous écoutent? Pour le vulgariser très simplement, pour moi, l'empathie fictionnelle, c'est vraiment d'être capable de se mettre à la place du personnage et d'éprouver
certaines émotions face à ce que un personnage peut vivre, face au vécu du personnage et aux situations qui sont présentées dans une œuvre. Absolument. Puis, tu sais, tu as mentionné l'engagement en lecture, là, ça fait partie beaucoup de mes travaux de recherche. Ce qui est particulier de l'engagement en lecture, c'est que c'est pas explicitement cité dans le PFEQ. J'en parle souvent Mhm. dans les cours que j'enseigne, entre autres, là. C'est vraiment comment dire, une mesure de recherche qui permet de déterminer si tel ou tel élève est engagé ou non. Donc, on a des mesures qualitatives, on a des mesures quantitatives aussi pour évaluer ça. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'une œuvre de la diversité peut nous amener à considérer ces balises-là. Alors, voilà, plus largement, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que c'est important à tes yeux d'enseigner la littérature de la diversité? Ben, d'une part, faut, à mon sens, développer un maximum la culture des élèves, déjà à la base, et aussi de les amener à découvrir de nouveaux univers. Parce que si on s'intéresse aux recherches qui ont été faites au secondaire, on remarque que ben, c'est souvent des romans écrits par des hommes blancs français. La littérature francophone, c'est la France et la Belgique. Souvent, on a l'impression que c'est juste ça. Alors que la francophonie, elle est partout dans le monde et qu'il y a des auteurs, autrices qui écrivent des œuvres magnifiques, mais qui ne rayonnent pas autant. Et donc, c'est pour ça qu'à mon sens, il faut promouvoir ça, il faut promouvoir toute cette Mhm, littérature, toute cette richesse, parce que mhm, les œuvres dépeignent des réalités qui sont autres, des mhm, réalités qui sont nouvelles ben, pour les élèves. Peu importe d'où on est, ben, on ne connaît pas tout sur tout le monde, sur toutes les cultures, etc. Et donc, c'est pour ça que en apprendre plus sur les réalités d'autres personnes, ça peut d'une part, ben, comme je disais, promouvoir l'empathie fictionnelle entre autres, mais mhm, après, au-delà de ça, l'empathie en général. Et puis, ben, c'est principalement ça, montrer aussi d'autres réalités. Je pense notamment à la littérature des Caraïbes ou à Haïti, où la culture, par exemple, vaudou est encore très présente. Et je pense à une œuvre qui m'a marquée, c'est Saison de porc, qui est un roman policier, mais qui amène cet élément de culture-là qu'un roman policier écrit en France n'a pas, par exemple. super. Et dans le sens, cette littérature de la diversité-là, je trouve que c'est vraiment important, comme tu dis, de pouvoir faire des liens justement entre l'empathie fictionnelle qui se traduit ensuite, hein, en Mhm. l'empathie entre les personnes et l'ouverture sur le monde. La couleur de ma différence, c'est vraiment une très belle œuvre qui est destinée, là, entre autres, à des lecteurs du secondaire, mais pas que. Moi, j'ai Oui. beaucoup aimé la forme poétique libre, hein. Il y a beaucoup de calligrammes dans La couleur de ma différence. C'est quand même Mhm. une œuvre intégrale courte, mais pleine de richesse. Il y a beaucoup de changements de police et de taille de caractère dans Ouais. l'œuvre. On va jouer beaucoup sur la disposition graphique qui est très, très, très importante, les contrastes entre noir et blanc et Mhm. tout ça. Et je voulais savoir ce que tu pensais sur la forme ou comment la forme peut influencer les contenus et les dimensions de la lecture sur lesquelles tu t'es penché ou celles qui t'intéressent plus particulièrement. Ben déjà, si je pense vraiment à mes résultats, j'ai remarqué que la concrétisation imageante avait été vraiment favorisée par cette mise en page et ce jeu sur la calligraphie. Les mots importants, on les appuie en les écrivant en gras, en les mettant sous une forme en spirale ou en rond, peu importe. Donc déjà ça, sur les traces d'engagement, tout ce qui est de se créer des images mentales, j'ai remarqué que les élèves, j'ai une élève par exemple qui me dit, ah ben, avec cette disposition sur les pages, j'étais capable un peu de voir comment le personnage y pensait. Et ça, j'ai Hmm, trouvé ça très intéressant. Puis je trouve que cette forme, ça a rendu les mots vivants. Et mhm, puis, ça apporte aussi une autre dimension émotive. Je pense par exemple à un moment dans l'œuvre où le personnage principal, qui est donc un adolescent, mange à la cafétéria le midi, il mange son lunch et ben, tu sais, c'est pas du pâté chinois que tout le monde connaît. C'est quelque chose qui vient de sa culture à lui. On mentionne jamais d'où il vient par contre dans l'œuvre, donc c'est pour ça que j'ai pas de, j'essaie pas de mettre des mots dans la bouche de l'auteur ou quoi, mais en gros, il mange un plat de sa culture et là,
un autre élève qui lui dit Yark. Mais c'est une chose d'écrire Yark en Times New Roman 12, mais là, dans l'œuvre, c'est écrit Yark Mhm, avec le R qui est énorme, qui est écrit, mhm. la police diffère d'une lettre à l'autre, et j'ai trouvé ça vraiment, je trouve que c'est plus impactant encore d'écrire comme ça, d'utiliser cette police-là. Et donc, tout ça, ça favorise, selon moi, la réaction des élèves par rapport Mhm. à ce qu'ils lisent, mais aussi la compréhension du texte. C'est pas juste, c'est un yark. Non, non. Yark écrit comme il est écrit dans l'œuvre, on sent l'impact que ça a aussi sur le personnage. Donc, c'est accrocheur, cette Oui. forme-là au niveau de l'engagement. On rend, comme tu dis, les mots vivants. Donc, il y a une Mhm. certaine oralité hein, à utiliser cette forme-là au point de vue du lecteur et ce que ça Oui. crée. Ça me rappelle un petit peu, ben, tu mentionnes la nourriture, là, puis les différences culturelles, tout ça. Ça me rappelle un peu Là où je me terre de Caroline Dawson. Il y a Mhm. il y a certains passages aussi qui renvoient à la nourriture, puis c'est quelque chose de très connu quand même, là, au point de vue de ce genre littéraire-là, si je peux dire. Mhm. Donc, la forme nous aiderait à stimuler l'engagement des lecteurs du secondaire. Très bien. Oui. Il faut aussi les amener à penser à ça, n'est-ce pas? Donc, Mhm. c'est pas quelque chose, c'est pas un automatisme. C'est-à-dire que amener les élèves à réfléchir à ces enjeux-là peut être porteur de sens, comme tu dis, Oui. et peut aider à ce qu'on appelle la concrétisation imageante. Pour les lecteurs qui nous écoutent, des fois, peut-être résumer la concrétisation imageante, ça serait quoi, par exemple? C'est l'idée, ben, en fait, selon moi, puis tu compléteras, Chloé, là, mais la Oui. concrétisation imageante, c'est la capacité au lecteur ou à la lectrice d'être capable de se former des images mentales à Mhm. partir des mots qu'ils lisent. Or, si on joue avec la forme et qu'on la rend plus explicite, c'est-à-dire que les images vont devenir plus explicites, les affects aussi. Est-ce que tu serais d'accord avec ça ou est-ce que... Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, la concrétisation imageante, c'est aussi cette facilité ou ce moyen d'imaginer, d'amener l'élève à imaginer. Parce que ce que je remarque, entre autres, bah, avec mon projet, mais aussi avec mon expérience en tant qu'enseignante, c'est que des fois, les élèves, ils attendent un peu que tout tourne tout cru dans la bouche. On pose une question, puis là, tout le monde attend, mais le fait de les amener à s'imaginer, à s'intéresser aux mots, à l'impact qu'ont les mots, cette œuvre a permis de faciliter cette imagination-là. Parfait, super. Puis est-ce que tu dirais à cause de cette forme-là ou de la disposition du livre et des contenus, c'est là que tu trouves qu'il y a une pertinence didactique et pédagogique du livre ou est-ce que tu as vu des difficultés de lecture? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Euh, cette pertinence-là? oui, mais sur la difficulté de lecture, règle générale, je trouve que ça a été une œuvre assez bien comprise. Puis les élèves avaient aussi, on leur en a beaucoup parlé, tout ce qui touche au racisme, à la discrimination, etc. Les élèves étaient vraiment familiers avec ça. Peut-être juste le terme microagression qui était nouveau pour eux. Euh, Mais par contre, la forme, effectivement, moi, j'ai trouvé. Et le fait aussi que ce soit numérique, je trouve que c'est une pertinence. Il y a de la pertinence didactique là-dedans parce que, ben, déjà, les élèves, ils n'ont pas à juste être de leur côté, entre guillemets, enfermés dans leur bulle à lire l'œuvre. Là, c'était vraiment toute la classe, tout le monde lisait en même temps, Mhm. l'enseignante qui lisait, etc. Et j'ai trouvé, surtout en parlant de ces thèmes-là, j'ai trouvé ça rassembleur. Et donc, j'ai Hmm. aimé ça parce que, ben, on échangeait, l'enseignante posait des questions, les élèves répondaient. Puis ensuite, il y avait des activités de groupe, de discussion. Donc là, c'était des plus petits groupes, mais toujours à la fin, on revenait en grand groupe. Puis tout le monde partageait un peu ça. Et j'ai trouvé ça pertinent parce que, ben, il faut en parler. Puis c'est pas en restant dans sa bulle qu'on peut déconstruire des stéréotypes, qu'on peut déconstruire Hmm. des préconceptions, etc. Et donc, le fait d'être en grand groupe, je pense que ça a favorisé ben, cet élément-là. Puis, en travaillant aussi la réaction, on amène les élèves à développer leur esprit critique. Cette œuvre-là a été Mhm. vraiment travaillée pour la dimension de lecture, la réaction. Et donc, en amenant les élèves à utiliser leur bagage culturel, leurs valeurs pour réagir à l'œuvre, ben,
ça les a aidés à aller un peu au-delà de juste, ah ben, c'est méchant ou faut pas faire du racisme. Oui, mais pourquoi faut pas? Et donc, on essayait de les Mm. amener toujours un peu plus loin, puis toujours à expliciter leurs pensées. Et donc, c'est pour ça que la forme, le contenu et tout ça, c'est pertinent tant sur le plan didactique que pédagogique. Et aussi, là, tu mentionnes la plateforme. Donc, il s'agissait d'une Mhm. œuvre numérique. Donc, au point de vue de l'accessibilité, tu notes que ça l'a aidé là, au point de vue Oui. de partager une expérience de lecture commune. Est-ce que Mhm. c'est quelque chose que tu recommanderais aux enseignants, enseignantes là, d'aller vers justement les plateformes numériques pour stimuler cet engagement en lecture-là chez les élèves et leur faire découvrir des œuvres issues de la diversité? Oui, totalement. Et puis, ben, je trouve par contre, je mettrais un peu un critère, entre guillemets, c'est que là, le fait que l'œuvre aussi soit courte, les élèves avaient pas le temps d'oublier ce qu'ils avaient pu lire, ce qu'on avait pu lire tous ensemble, les premières pages. Si on pensait à une œuvre qui fait 300, 400 pages, je pense que là, ce serait peut-être plus compliqué de lire Mhm. en grand groupe une œuvre. Mais par contre, des œuvres qui sont courtes et qui ciblent un sujet particulier, je trouve qu'il faut encourager ça parce que justement, ben, ça amène aussi cette idée de grand groupe et de discussion. Parfait. Et qui favorise, bon, les échanges, l'ouverture Oui, à l'autre aussi. Super. c'est ça. Et, et pour terminer, en quoi est-ce que tu trouves que cette œuvre littéraire répond à la visée du travail envers la justice sociale et raciale, selon toi? Ben, l'œuvre, elle met vraiment en lumière des micro-agressions dans un scénario qui est vraisemblable, ben, qui est véridique. Et puis, ça se passe dans une école secondaire. C'est un jeune, bon, on sait pas exactement en quelle année il entre, mais moi, on a fait lire ça à des élèves de deuxième secondaire. C'était tout à fait à propos. Et puis, les lieux, les situations, tout est explicite. Et ça, selon moi, ça favorise la prise de conscience de ses biais. Puis c'est une œuvre qui amène à réfléchir à ses conceptions puis à ses préconceptions et ça se permet aussi elles permettent de se mettre à la place de l'autre parce qu'elle est écrite au jeu. On sent tout de suite comment l'élève se sent et c'est appuyé par la calligraphie, par le paratexte et cetera. Et donc en ce sens, ben, les 3 élèves que j'ai pu passer en entrevue, les 3 ont pris conscience de leur biais puis notamment elles se sont dit: «Ah ben, ça je savais pas que ça pouvait être perçu heu, comme une microagression par une autre personne, alors je le ferai plus. J'ai eu ces réactions-là et je trouvais ça super intéressant parce que je me suis dit: «Ce sont quand même des adolescentes de 13 ans» et Mhm. j'avoue que je m'attendais pas à une prise de conscience aussi Mhm. grande avec une œuvre, ben, qui est entre guillemets «courte», mais qui va à l'essentiel et je pense que c'est ça qui permet le travail sur la justice sociale et raciale, c'est le fait que ça va à l'essentiel. On tourne pas autour du pot, Mhm. on cherche pas à enjoliver les choses, c'est dit tel quel, tel que ça a été vécu et je pense que c'est ça, cette œuvre, elle permet c'est ça qu'elle permet. Donc, une grande pertinence sociale Mmh. de la littérature, de la diversité pour une prise de conscience, n'est-ce pas, Oui. de notre rôle dans le monde, non seulement comme lecteur, lectrice, mais comme personne à l'école et ce qu'on veut faire. Donc, très inspirant, Chloé. Je pense que tu fais une étude qui va être percutante et on invite nos auditeurs à être à l'affût hein, des développements Oui. de tes recherches et de ton mémoire de maîtrise qui sera terminé bientôt. Mmh. Et voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup de ta présence Beh, merci à toi. on souhaite aux auditeurs qu'ils soient inspirés par ces lectures. Nous demeurons disponibles si vous avez des questions. Vous pouvez nous rejoindre sans problème. À la prochaine! Bye bye.